L'Europe des présidents. De Gaulle, un anti-européen, pire que Thatcher. Et voici le général de Gaulle qui s'avance. Il est découvert. Il vient de faire son fameux signe de bras. Il paraît très ému, le chef du gouvernement français. Entendez la foule qui l'acclame de Gaulle, de Gaulle. Et encore on pousse des cris. Et voici le général de Gaulle qui parle. Je vous ai compris. L'Europe des présidents, Sylvain Kahn. Quand Charles de Gaulle arrive au pouvoir en mai 1958, l'Europe retient son souffle. L'Union européenne vient d'entrer en vigueur à peine 6 mois plus tôt. Lancée par le traité de Rome, signé en 1957, elle s'appelle la Communauté économique européenne. Elle est fondée par 6 pays aux 200 millions d'habitants, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest et la France. Leurs dirigeants, ses fondateurs, blanchis sous le harnais, ont l'âge d'être grands-pères. Mais leur union est une innovation. Toute jeune, elle attire et figure l'avenir. Or, depuis les années 50, De Gaulle et son parti, le RPF, Rassemblement du peuple français, se sont résolument opposés à toute construction européenne au nom de la souveraineté nationale, disent-ils. Ils étaient contre la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier, inventée par le français Schuman avec l'allemand Adenauer en 1950. Ils ont fait échouer, avec d'autres, la CED, Communauté européenne de défense, en 1954. Alors, à peine lancée, la communauté économique européenne va-t-elle être coulée par De Gaulle ? Ces craintes ne vont pas se vérifier. En tout cas, pas tout de suite. Car De Gaulle fait face à d'autres priorités. La première, c'est de mettre fin à la guerre d'Algérie qui fait rage. La deuxième, c'est de restaurer la capacité du gouvernement à gouverner et d'en finir avec ce que De Gaulle appelait le régime des partis. Pour atteindre ces deux objectifs, il a besoin d'un gouvernement large qui rassemble la quasi-totalité des familles politiques françaises, y compris donc celles qui sont à l'origine de l'Union européenne. Je veux parler bien sûr du MRP, le Mouvement républicain populaire, le grand parti démocrate chrétien français, et puis aussi de la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste. La troisième raison pour laquelle De Gaulle considère qu'il n'est pas utile, en 1958, de faire de l'Europe un sujet conflictuel, est qu'il souhaite consolider la puissance économique de la France. Or, le traité de Rome de 1957 prévoit une politique européenne au service du développement agricole de l'Europe. La PAC, la politique agricole commune. De Gaulle sait que la France va grandement en bénéficier, car elle est déjà, à cette époque, un grand pays producteur et exportateur. Il sait aussi qu'une importante partie de ses électeurs sont des agriculteurs et des Français des campagnes. Les Européens, évidemment, attendent de voir. Ils restent vigilants. Et ils ont raison. Dès 1962, De Gaulle remet son costume d'opposant à la construction européenne. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégrés. Je répète qu'à l'heure qu'il est, il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États. Alors, me direz-vous, pourquoi en 1962 ? Eh bien, d'abord parce que De Gaulle a réglé sa première urgence. En mars sont signés les accords d'Évian, suivis rapidement par un référendum d'autodétermination en Algérie, puis par un référendum en France. Le peuple approuve l'indépendance de l'Algérie à une écrasante majorité. La guerre est finie. Ensuite, la fameuse PAC est définitivement sur les rails. Enfin, De Gaulle parachève la Ve République. Il fait massivement soutenir par un référendum anticonstitutionnel une réforme de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Les partis de gauche sont scandalisés. François Mitterrand publie son coup d'État permanent. Charles de Gaulle a désormais les mains libres. Non seulement il n'a plus besoin des partis pro-européens, mais il souhaite s'en démarquer.
il a dans son viseur la première élection du président au suffrage universel direct, prévue en 1965. Que fait-il ? Tout en tressant des lauriers à la grande nation britannique, il proclame que la France mettra son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne, en raison, dit-il, de son insularité. En réalité, De Gaulle est convaincu que le Royaume-Uni est le cheval de Troie des États-Unis en Europe. Alors il est possible qu'un jour, l'Angleterre parvienne à se transformer elle-même suffisamment pour faire partie de la communauté européenne sans restriction, sans réserve et de préférence à quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, les 6 lui ouvriraient la porte. Il est possible aussi que l'Angleterre n'y soit pas encore disposée. Et c'est bien là ce qui paraît résulter des longues conversations de Bruxelles. À partir de là, De Gaulle dit non à tout. Non à un budget européen. Non au rôle politique de la Commission européenne. Non à la prise de décision à la majorité. Non au renforcement de l'Assemblée européenne. Non à tout élargissement à d'autres pays. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Pour les partenaires de la France, c'est insupportable. À l'été 1965, la crise éclate, quelques semaines avant l'élection présidentielle. Échec à Bruxelles. Pierre Charpentier a suivi cette session de Bruxelles et il a enregistré les propos de notre ministre des Affaires étrangères, M. Couve de Murville. De Gaulle intime à son ministre des Affaires étrangères de ne plus participer aux réunions de Bruxelles. Les 6 n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un règlement financier de la politique agricole commune. Aucune date n'a été fixée pour une éventuelle reprise des négociations. D'autres ministres, Pisani pour l'agriculture, Giscard d'Estaing pour les finances, sont soumis à la même instruction. De Gaulle va même jusqu'à faire rappeler le représentant permanent de la France au sein de la CEE. La chaise de la France reste vacante à Bruxelles pendant 7 mois. C'est ce qu'on appelle la crise de la chaise vide. Il faut attendre janvier 1966 pour que les ministres se réunissent à nouveau. Ils se mettent d'accord sur ce qu'on a appelé bizarrement le compromis du Luxembourg, qui n'est pas du tout un compromis. Il s'agit bien davantage du fruit d'un bras de fer. La France ne mettra fin à la crise que si et seulement si le droit de veto de chaque État membre demeure. C'est un coup d'arrêt au processus d'installation de la supranationalité prévu par le traité de Rome. Celui-ci stipulait en effet que, progressivement, l'ensemble des décisions seraient prises à la majorité. Pour De Gaulle, la construction européenne n'est pas un constituant de la souveraineté nationale, mais son dissolvant. Pour brouiller les pistes, car il est malin, et pour faire croire qu'il construit l'Europe, De Gaulle a signé en grande pompe avec le chancelier Adenauer le fameux traité de l'Élysée en 1963. Ce n'est pourtant qu'un engagement franco-allemand sur l'apprentissage des langues, les échanges scolaires et les jumelages. Je vous félicite d'abord d'être jeune. Rien à voir avec le culot des innovations de rupture qu'étaient la CECA et le marché commun. La vie n'a qu'à bien se tenir et l'avenir est à vous. Conséquence pour l'Europe. Si la communauté économique européenne fonctionne bien avec le marché unique et la PAC, en termes de projet politique, il ne se passe plus rien jusqu'au départ du général en 1969. D'autant plus que celui-ci met une deuxième fois, en 1967, son veto à la candidature du Royaume-Uni à la CEE. Intersoir, le général de Gaulle affirme « La Grande-Bretagne entrant actuellement au sein du marché commun détruirait l'édifice européen construit au milieu de l'espoir général. » Le marché commun est incompatible avec l'état du sterling. Pour que les îles britanniques puissent réellement s'amarrer au continent, c'est encore d'une très vaste et très profonde mutation qu'il s'agit. Dans les faits, De Gaulle s'est donc acharné à bloquer la construction européenne avec plus de talent que tout autre. Il a même davantage fait obstruction à cette Europe que Madame Thatcher ne le fera dans les années 1980.
Et cela sans jamais rester dans l'histoire comme un anti-européen. Du grand art. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, ce que l'Europe leur doit, et vice-versa. L'Europe des présidents, une production Wave Audio en partenariat avec les presses universitaires de France. Disponible sur toutes les plateformes.